Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre Choquette, vice-président communication et affaires publiques à la Société de développement Angus, une entreprise d'économie sociale œuvrant à la revalorisation urbaine des territoires montréalais. Avec Pierre, on a parlé de l'histoire de l'Est de Montréal liée à la révolution industrielle, de la place des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle dans le développement immobilier, de la série Abstract sur Netflix et bien d'autres choses. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais vous parler d'un podcast que j'ai découvert il y a peu de temps qui s'appelle La Ruée vers l'Est. Ce podcast est produit par la Société de développement Angus et réalisé par Magneto. À travers divers témoignages d'experts et de citoyens, on découvre l'histoire, la perception et le devenir des territoires en friche de l'Est de Montréal en pleine revalorisation urbaine. Il y a déjà eu une saison 1 en septembre 2019 et la saison 2 est désormais disponible. Le lien du podcast se trouve dans les notes de l'épisode. Je vous conseille vivement d'aller l'écouter si vous voulez en apprendre davantage sur Montréal. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Pierre Choquette. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? Oui, alors j'occupe les fonctions de vice-président pour la Société de développement Angus. C'est évidemment une organisation qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Qui est principalement situé dans l'est de Montréal. Évidemment, on fait de la revitalisation urbaine, du développement immobilier, nommément celui du Technopole Angus, qui est un écoquartier qui évidemment comprend toutes sortes d'entreprises, de commerces. On développe aussi du résidentiel. Bref, on est bien fiers de nos réalisations. Sur le plan de mon parcours, je suis diplômé à la fois en communication et en administration des affaires. J'ai un MBA de l'Université McGill et des HEC Montréal. J'ai eu un parcours qui est à la fois du côté de la politique. J'ai travaillé au niveau du gouvernement du Québec pendant quelques années, au bureau du premier ministre notamment, et après au niveau de la grande entreprise. Et je me suis même lancé à mon compte pendant quelques années. Et puis, très fier aujourd'hui de faire partie de la belle équipe de la Société de développement Angus, là, avec tout ce que ça représente. Et justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail la Société de développement Angus et nous parler de son histoire, de ce qui a mené à sa création? C'est une histoire qui est tout à fait intéressante parce que la Société de développement Angus, dans le fond, a pris naissance au moment où son fondateur, Christian Iaccarini, a eu, dans le fond, l'obsession d'acquérir des terrains qui étaient devenus ni plus ni moins abandonnés par le Canadien Pacifique. Pour bien comprendre, c'est que le Canadien Pacifique a, pendant près d'une centaine d'années, opéré un chantier où on construisait des wagons dans le quartier de Rosemont. Et puis en 92, tout ça a fermé. Et puis les terrains immenses, à l'époque, on parle de plusieurs acres de terrain qui étaient soudainement disponibles pour du développement. Mais à l'époque, il y avait 20% de taux de chômage dans l'arrondissement de Rosemont. Il y avait des besoins et des défis économiques qui étaient quand même assez sérieux, assez critiques même. Et c'est à ce moment-là que Christian Iaccarini a fondé la Société de développement Angus pour, acquérir une partie de ces terrains-là et pour les développer dans ce qui était à l'époque un parc d'entreprises. Parce qu'il y avait un besoin criant en termes de création d'emplois. Et le premier objectif, c'était justement de combler ces besoins d'emploi-là en créant des entreprises, mais en créant aussi un milieu de travail où on avait justement des emplois à valeur ajoutée, où on pouvait même penser à de la formation des employés pour s'assurer d'une mise à niveau. Et tout ça a évolué avec les années.
en ce qui est devenu aujourd'hui le Technopole Angus. Et ça a évolué, je vous dirais, de la meilleure façon possible, en ce sens où, avec les années, ce milieu-là s'est adapté aux besoins aussi changeants de la communauté pour qu'on retrouve aujourd'hui un milieu où il y a, oui, des entreprises au niveau de la haute technologie, de la technologie de l'information. On a même des organisations au niveau des services, de la santé, mais il y a aussi maintenant un projet pour développer toute une phase des complexes résidentiels dans lesquels on va retrouver du logement social et du logement étudiant pour permettre justement une mixité. Et le projet même d'une école primaire publique sur le site même et d'autres institutions comme par exemple une école pour venir en aide aux autistes d'entre 4 et 21 ans. Donc, ça a vraiment évolué. Le Technopole Angus a vraiment évolué pour en faire probablement un des meilleurs exemples, même que sans hésiter, je dirais, sur la planète, en termes d'éco-quartier. Ce qui est vraiment un éco-quartier, là, en termes de mixité, puis en termes de développement, puis en termes aussi de à quel point ça correspond à des critères. Vraiment, on n'a pas à être jaloux là, du Technopole Angus. On n'a pas à être gêné non plus de dire vraiment que c'est un exemple absolument brillant. Et puis, depuis, évidemment, les 20-25 dernières années, il y a eu d'autres projets. Il y a eu le projet, par exemple, du Carré Saint-Laurent, qui a été inauguré l'an dernier, dans le fond, c'est un édifice qui vient complètement revitaliser l'intersection de Saint-Denis et pas Saint-Denis, pardon, mais de Sainte-Catherine et Saint-Laurent, où avant, c'était absolument, je dirais, épeurant de se promener dans ce coin-là. Maintenant, c'est rendu un coin vivant, complètement revitalisé, avec évidemment un édifice qui est occupé. Alors, on est évidemment très fiers de ces projets-là, mais de tous les autres projets aussi que la Société de développement Angus a participé. Et ouais, c'est vraiment des programmes vraiment variés que vous développez, donc c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve. Pour nos auditeurs, je voudrais revenir un petit peu sur le contexte urbain et historique des territoires de l'Est de Montréal, parce que là, vous avez parlé du territoire d'Angus, donc qui est vraiment un territoire énorme, mais quand on va encore plus à l'Est, il y a plein de territoires un peu de ce type-là, un peu délaissés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le contexte rapidement l'histoire de l'Est de Montréal est une histoire qui est liée dans le fond, à la révolution industrielle. Hein. On a vu des entreprises dans l'industrie lourde s'établir dans l'Est de Montréal, mais avec évidemment des changements sur le plan économique qu'on a vécu au cours des dernières décennies. Ce sont des territoires où, justement, un peu comme dans le cas d'Angus, les entreprises ont quitté, où malheureusement, il n'y a pas eu, à certains égards, il n'y a pas eu le renouveau qui est arrivé ailleurs, par exemple dans d'autres quartiers de Montréal. On a juste à penser au Milex ou même le centre-ville de Montréal et tout. Ça ne s'est pas renouvelé, je dirais, au même rythme. Alors, on retrouve aujourd'hui dans l'Est beaucoup de dévitalisation des milieux, des quartiers qui ont été plus affectés que d'autres. Et puis, on parle même de désert alimentaire. On parle même aussi de crise de logement dans l'Est de Montréal. Donc, il y a des enjeux sociaux, économiques assez lourds, encore assez présents aujourd'hui. Et parce qu'on a bâti une expertise en revitalisation, parce qu'on a cette expérience-là de prendre des territoires qui ont des besoins particuliers et puis de les revitaliser dans le temps. On s'est dit que l'Est de Montréal, pour nous, c'était notre défi, c'était le défi de l'avenir. Et c'est pour ça qu'on se penche là, sur l'Est de Montréal pour saisir les opportunités de développer, d'aider à développer des projets, mais surtout dans le but de aider les communautés à se relever et puis profiter aussi d'une reprise économique, mais d'une reprise dans le sens qui s'inscrit dans aussi des volontés de développement durable, de transition écologique, qui va se faire évidemment là
avec toutes les, je vous dirais, les préoccupations qu'on a en termes de communauté, en termes de désert alimentaire, en termes d'une économie responsable, de développement responsable. Évidemment, ça fait partie de notre ADN au niveau de la Société de développement Angus, puis c'est dans cette perspective-là qu'on veut attaquer ces territoires-là. Et justement, je voulais vous demander, donc vous qui êtes sur plein de types de projets différents, c'est quoi les enjeux de l'architecture et de la construction aujourd'hui au Québec et particulièrement à Montréal? Ben, premièrement, si on parle d'architecture et de design, je peux vous dire qu'on est quand même choyé à Montréal, au Québec. On a beaucoup de talent. On a énormément d'originalité si on se compare à ailleurs. En début d'année, j'ai été chanceux d'aller visiter quelques villes de Scandinavie. Nous sommes allés avec une délégation au Danemark, en Suède et en Finlande pour voir finalement le développement entre autres de quartiers, d'éco-quartiers, comme on en fait à Angus puis ailleurs à Montréal. Et puis pour voir finalement qu'il y avait des choses qu'on fait ici que, par exemple, soit eux commencent à faire ou même des choses qu'ils ne font pas encore. Mais on a aussi un défi, je pense, au-delà de l'architecture ou du bâti en tant que tel. On a encore un grand défi sur l'île de Montréal de bien connecter en termes de mobilité cette île-là. Une des choses qui nous a marqué en allant en Scandinavie, c'était de voir que dans plusieurs des cas, des quartiers qui sont en développement, il y avait déjà sur place, par exemple, soit des stations pour le train, le métro. Il y avait donc déjà de l'infrastructure pour permettre une mobilité. Donc, c'est déjà, étant un acquis, c'est beaucoup plus facile de développer avec cette infrastructure-là qui est présente. Contrairement, si on pense à l'est de Montréal ici, l'infrastructure demeure à être implantée, développée. On le fait là avec, entre autres, le SRB sur P9. On parle de développer soit un tramway ou un REM pour l'Est, mais c'est toutes des choses qui ne sont pas encore faites, qui ne sont pas encore réalisées et qui vont avoir un impact. C'est sûr que ça va avoir un impact si on réussit à les développer, mais c'est, je vous dirais, un des grands défis qu'on a devant nous là, pour développer un territoire aussi grand que l'Est de Montréal. Oui, d'ailleurs, je comprends très bien la problématique. Enfin, moi, en tant qu'Européenne, j'ai déjà dit d'ailleurs dans d'autres épisodes, c'est vrai que l'Amérique du Nord les territoires d'Amérique du Nord sont quand même construits sur le système de l'automobile aussi. À Montréal, on voit vraiment avec les autoroutes qui traversent la ville, qui coupent Montréal quasiment en deux parties. Donc, j'imagine que c'est vraiment un enjeu aussi les transports en commun et c'est pas facile à mettre en place aussi puisque c'est pas forcément ce qui a été développé en premier en fait. Donc, c'est que l'autre aspect aussi, d'une façon très concrète de cette réalité-là, c'est que si on veut développer des milieux de vie qui sont comme par exemple des écoquartiers, il y a pas nécessairement, je vous dirais, une compatibilité avec l'utilisation de la voiture, en ce sens qu'on veut créer par exemple un milieu où tout est à proximité, d'une façon où on va privilégier par exemple la densité de ces milieux-là. Mais par ces mêmes principes-là, on ne peut pas se permettre d'avoir des espaces pour les stationnements, même pour la circulation. Donc, à un moment donné, il faut être conséquent dans les choix qu'on fait. C'est-à-dire, si on développe effectivement des écoquartiers où on peut faire à proximité le travail, même les études, le divertissement, la consommation, ben forcément, on va peut-être laisser de côté un peu plus, par exemple, l'automobile. Alors, si on fait ça, ben là, il faut s'assurer à ce moment-là de pouvoir quand même avoir les moyens de transport adéquats. Alors, il faut pour ça développer justement davantage la mobilité sur le plan des transports en commun. Et justement, en quoi la société de développement Angus, elle se distingue des autres développeurs immobiliers à Montréal et au Québec?
Ben, je vous dirais dans sa forme et dans aussi dans les projets qu'on fait. Premièrement, on est un organisme à but non lucratif. Alors, on a je vous dirais, une approche qui est basée beaucoup plus sur oui, la rentabilité de nos projets, ça c'est important, mais je vous dirais qu'on n'a pas une obligation, par exemple, que pourrait avoir une entreprise cotée à la bourse qui doit justement rendre des comptes à leurs actionnaires et puis s'assurer d'avoir un dividende en bout de ligne. On a une structure qui nous permet justement d'être un peu plus patient aussi. Parce que si on veut faire du développement de la bonne façon et puis quand je dis de la bonne façon, c'est que ça soit en cohésion avec le milieu, en cohésion avec la communauté, ben des fois, ça prend un peu plus de temps. Donc, il faut s'installer, il faut bien comprendre le milieu, il faut bien comprendre les besoins de la communauté, il faut s'adapter aussi à l'évolution de cette communauté-là. Chose qui est vraie là, dans le cas du Technopole Angus, c'est exactement ça qui est arrivé. Donc, la forme de notre entreprise nous permet d'être un peu plus présente, un peu plus patiente, et puis de répondre à ces défis-là. Au lieu de, par exemple, acquérir un terrain, bâtir des immeubles rapidement pour après ça passer à un autre projet et puis que ce projet-là, finalement, tombe entre les mains d'un gestionnaire d'immeubles. Nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. On veut favoriser, par exemple, le commerce local, on veut favoriser les emplois locaux, tout ça. Alors, pour s'assurer que ça se réalise, ben forcément, il faut être là. Il faut nous-mêmes voir à ce que les bons critères soient en place et que tout ça progresse selon les objectifs qu'on s'est donnés. Puis quand je dis on s'est donné, je parle au grand on parce que c'est beaucoup aussi à partir des besoins de la communauté. Alors ça, c'est fort différent, je pense, que d'un entrepreneur plus traditionnel. Et puis des projets sur lesquels on s'investit, c'est des projets qui souvent vont correspondre à des besoins sur le plan social. On va aussi favoriser beaucoup l'inclusion de l'économie sociale sous forme d'organisation ou de service ou autre. Et puis, on gênera pas aussi à penser, développer justement des services, que ce soit au niveau santé, éducation, qui riment pas toujours avec une pleine rentabilité ou, je dirais, une viabilité maximale. Si on pense, par exemple, à tout le défi de développer des écoles publiques sur l'île de Montréal, on en a entendu beaucoup parler dans l'actualité, là. Les entrepreneurs privés, normalement, ils ne pensent pas à bâtir des écoles publiques sur les meilleurs terrains qu'ils peuvent acquérir parce qu'il y a un souci de rentabilité. Ben, je vous dirais qu'à la différence de ça, nous, dans l'îlot central qui est dédié à la deuxième phase de développement du Technopole Angus, ben, on a prévu avoir une école primaire publique là. On pense que c'est la meilleure chose pour la communauté. Et puis, c'est nonobstant, évidemment, l'impact sur une rentabilité ou une profitabilité, là. C'est quoi le processus pour le développement d'un projet que vous avez, que ce soit l'acquisition du site, le choix du programme, le financement, la construction? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe en général? Ou alors pour l'un de vos projets principaux, mettons le Technopole? En fait, je vous dirais que notre modus operandi ou notre approche est beaucoup basée sur les besoins d'un milieu. On part pas avec une idée en tête d'un projet, mais on part plutôt avec l'idée en tête de comment on peut, par exemple, combler un besoin. Je prends pour exemple un des projets sur lesquels on travaille présentement, c'est à Montréal-Nord. Ça a fait les manchettes là, il y a de ça quelques mois. Mais c'est vraiment basé sur un problème où, dans un milieu donné, dans le nord-est de Montréal-Nord, il y a des enjeux sociaux importants. Il y a vraiment un manque en termes d'infrastructures, en termes de services à la population, à la communauté là. Alors, c'est vraiment ça qui nous motive à développer ensuite un projet ou des projets qui pourraient correspondre à combler ces besoins-là.
beaucoup plus que d'arriver avec une idée d'un bâti ou d'une construction donnée, pour après ça voir s'il n'y a pas, ça peut pas répondre à un besoin, là. Alors, on part vraiment sur cet aspect-là, de dire, bon, mais par exemple, dans l'Est de Montréal, où sont les milieux qui ont vraiment besoin d'une réelle revitalisation, où il y a, par exemple, des défis économiques qui sont un peu plus grands qu'ailleurs, où on pourrait, par exemple, contribuer à l'avènement, par exemple, un renouveau sur le plan culturel, ou, par exemple, il y a un désert alimentaire, comment on pourrait arriver à combler ce besoin-là en attirant peut-être des organisations en alimentation. Alors, c'est vraiment sur cette base-là qu'on approche les projets. Et justement, est-ce que vous faites des sondages, des réunions? Comment ça se passe? Parce que j'imagine c'est pas toujours facile de voir. On connaît pas tous les quartiers, donc des fois on a besoin de la population. Comment vous procédez pour comprendre tout ça? Ben, on le fait en collégialité avec beaucoup de parties prenantes, que ce soit sur le plan économique, social, culturel ou autre. Bon, étant donné que ça fait déjà plus de 20 ans que la société existe, évidemment, c'est comme n'importe quoi. On a tissé nos propres liens, on a créé nos propres réseaux, mais au-delà de ça, on est quand même, étant donné qu'on est ciblé un territoire donné qui est l'Est de Montréal, on essaie d'être le mieux informé possible sur ce qui se passe, sur justement c'est quoi les défis et les enjeux. C'est clair que on sent qu'il y a je dirais un mouvement positif avec, entre autres, la déclaration à la fin de 2018 qui a été signée par à la fois le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, là, où vraiment les deux paliers de gouvernement se sont dit, OK, on va se pencher sur le développement de l'Est, notamment sur les artères de circulation et tout. Mais tout ça engendre, en fait, puis même bien avant qu'il y ait la déclaration, on sent qu'il y a un mouvement pour l'Est, un mouvement pour développer ce territoire-là, puis d'en faire justement, je dirais, la prochaine étape du développement de Montréal, si on regarde par rapport au siècle dans lequel on est, comment on peut profiter de ce territoire-là qui est à développer pour emmener la ville plus loin, pour vraiment faire en sorte qu'il y ait un développement là qui reflète là, ce que va être l'avenir de la Ville de Montréal. Alors tout ça, on en fait partie, on participe à ça, et puis on se tient au courant de chacun des secteurs ou des quartiers un peu plus précis là, en termes de besoins. Pour développer vos projets, donc vous faites appel à des architectes, bien sûr, et moi je suis architecte, donc c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Qui sont les architectes qui dessinent et conçoivent les projets, et comment vous les choisissez? Comment ça se passe? Ben, c'est sûr qu'on a, avec le temps, on a forgé des relations intéressantes avec différents collaborateurs sur le plan de l'architecture, sur le plan de l'aménagement, que ce soit paysager, même avec au niveau de l'ingénierie, des technologies et tout. Mais on peut y aller évidemment soit par appel d'offres, sur invitation ou autre. Ça va dépendre des projets. Je vous dirais que quand on approche un projet, on a des fois une idée des partenaires possibles ou non. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Ça va dépendre vraiment de quel type de projet on parle. Évidemment, si c'est un projet qui vise, par exemple, davantage des services, que ce soit pour des fins communautaires ou autres, on sait qu'il y a des partenaires qui sont un peu plus, je vous dirais, expérimentés dans ce genre de projet-là. Si c'est par exemple pour d'autres fins, que ce soit du bureau, du résidentiel et autres. On essaie finalement de trouver toujours les partenaires, ou du moins on souhaite trouver les partenaires qui soient les mieux adaptés peut-être à chacun des projets qu'on a. Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez lors du développement des projets à toutes les étapes, on va dire? Ben, ça dépend. Ils sont je dirais, tout acabit, dans le sens où, évidemment, le défi, si on regarde l'Est de Montréal, un des principaux défis, c'est tout ce qui a trait à la décontamination des sols. Évidemment, il y a eu différentes évaluations, mais bon, entre autres, le gouvernement du Québec
a avancé des enveloppes quand même d'une centaine de millions de dollars là, pour s'attaquer à la décontamination des sols, mais on sait que ça va prendre beaucoup plus d'argent que ça. Alors ça, c'est un des enjeux parce que à terme, quand va venir le temps, par exemple, de développer des projets, bien, ça va rentrer ça dans les coûts de projet. Alors, c'est des coûts qui sont souvent importants qu'il faut considérer. Au-delà de ça, c'est beaucoup aussi le défi, c'est pas de prétendre arriver avec une solution. Quand par exemple, on arrive dans une communauté, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut être à l'écoute, il faut savoir que la communauté a aussi ses propres prérogatives, a ses préférences, voit aussi le développement d'une certaine façon, est attaché à certains aspects de son patrimoine. Alors, il ne faut pas jamais tomber dans l'erreur de prétendre arriver avec des solutions toutes faites. Il faut justement se donner le temps. Puis des fois, se donner le temps, pour beaucoup d'entrepreneurs que je considère un peu plus traditionnels, ils n'ont pas tous ce luxe-là. Nous, on essaye, dans la mesure de nos moyens, de ne pas justement arriver en bulldozer, de prendre le temps, de bien comprendre. Alors, ça aussi, c'est un défi important, de prendre ce temps-là, puis d'arriver avec quelque chose qui fait un consensus, et puis qui va, on le souhaite là, toujours, attirer l'engagement et l'adhésion. Là. C'est quoi les principaux changements que vous avez pu voir à Montréal, mettons ces 10-15 dernières années, puisque vous participez à ce changement-là? Comment vous avez vu évoluer tout ça, pas forcément sur les territoires de l'Est, mais en règle générale? Je pense que l'exemple de Montréal est un exemple hyper intéressant. Là. Si on regarde, par exemple, comment différents secteurs se sont développés au cours peut-être des 10 dernières années, on voit vraiment un renouvellement, je vous dirais un renouvellement par la base de comment Montréal se transforme. Je fais référence à différents quartiers. Là, le Milex me passe par la tête, évidemment. Mais d'autres quartiers aussi, la Petite Bourgogne, par exemple, aussi, c'est un autre bon exemple. Griffintown, c'est un peu différent là, par rapport aux deux exemples que je viens de vous nommer, mais tout ça pour dire que il y a un renouvellement qui se fait de façon assez intéressante. Puis je pense qu'il correspond à forger une identité encore plus distinctive pour Montréal, si on compare Montréal aux autres grandes villes canadiennes ou même aux villes nord-américaines. Et je pense que pour ces raisons-là, Montréal est en train de vraiment se forger une identité qui est propre, qui est particulière. Elle l'a toujours eu, évidemment, cette identité-là, de par, évidemment, l'aspect culturel et tout. Mais de plus en plus, je pense que dans son développement, dans la façon que ces quartiers-là se développent avec leur identité propre, avec aussi l'aspect social et culturel qui entoure ce développement de quartier-là, je suis vraiment content d'être ici puis de vivre ça et puis avec la Société de développement Angus d'en faire partie. Je voudrais revenir un petit peu sur le volet écologique, écologique, environnemental. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui au Québec de développer des projets environnementaux? Comment ça se passe? Je vous dirais pas que c'est difficile, je vous dirais que c'est nécessaire d'avoir ces préoccupations-là constamment en tête. Ça fait partie de l'ADN de la Société de développement Angus depuis son début. Il y a de ça, justement, 25 ans. Déjà, la Société de développement Angus parlait du développement durable comme étant à la base du développement de ces projets. Aujourd'hui, c'est rendu... je vous dirais, un peu plus commun. On en entend beaucoup parler, beaucoup prétendent le faire. Est-ce qu'ils le font tous de la bonne façon? Ça, on peut évidemment poser la question, mais c'est absolument nécessaire d'avoir à la fois en tête les composantes des retombées environnementales, économiques et sociales. Puis j'ajouterais à ça, évidemment, d'autres composantes, que ce soit le volet, par exemple, culturel, aussi avoir ou s'assurer d'avoir une mixité dans des développements qui sont réalisés sur le plan, évidemment, économique et autres. Alors, c'est absolument essentiel et nécessaire. Si on revient au plan environnemental, strictement environnemental, on doit continuer à avoir une contribution importante, si ce n'est que pour abaisser, par exemple,
le niveau des gaz à effet de serre. Puis ça, c'est possible de le faire quand on construit parce qu'on peut, par exemple, recourir à des formes d'énergie alternatives. On peut aussi développer des technologies comme on le fait présentement où on fait une meilleure utilisation, une utilisation plus intelligente, par exemple, de la climatisation et du chauffage pour, dans le fond, réduire l'énergie qui est reliée à ces systèmes-là. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire, puis c'est absolument nécessaire et essentiel de constamment y penser, de constamment évoluer aussi là-dedans, puis d'innover comme on le fait, comme on essaie de le faire. Puis j'ajouterais à ça tout le volet de l'intelligence artificielle qui, bon, aujourd'hui est très présent sur le plan, par exemple, de la domotique ou même sur le plan de la sécurité. Mais je pense aussi qu'il peut jouer un rôle important quand on pense aux questions d'efficacité énergétique, quand on pense à la façon aussi de développer des quartiers pour s'assurer qu'il y ait une plus grande efficacité, pour assurer qu'il y ait un meilleur échange entre, par exemple, les commerces qui opèrent en journée et le résidentiel qui opère en fait, qui est occupé en soirée. Alors, toutes ces relations-là entre ce qui est construit peut très bien, justement, être, je dirais, géré encore d'une façon plus efficace avec l'utilisation des technologies, de l'intelligence artificielle, etc. Oui, justement, pour revenir à ce que vous avez mentionné au début de la réponse, c'est la climatisation. Il me semble avoir vu dans une de vos vidéos que vous avez réussi à utiliser la climatisation des bureaux pour chauffer les appartements du même quartier la nuit, hein, c'est ça? Enfin, la soirée, c'est ça? Ouais, ça, on a trouvé un nom, un beau petit nom, ça s'appelle la boucle énergétique. Et en fait, cette boucle énergétique-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, justement, elle transfère soit la climatisation, le chauffage, tout dépendant de la saison, et arrive à transférer donc ce qui est produit, par exemple, dans les commerces le jour, pour être réutilisé, par exemple, au moment où les unités résidentielles sont occupées. Alors, prendre un exemple bien simple, on se lève le matin, on est à la maison, on parle de chauffage en hiver, toute la chaleur qui est produite à ce moment-là se retrouve dans la boucle énergétique qui n'est plus ni moins un système de tuyaux souterrains, mais qui justement fait en sorte que cette chaleur-là qui est produite dans notre propre unité va se retrouver, par exemple, dans le même quartier, mais redistribuée dans des commerces qui, eux, vont ouvrir à partir de 9h, 10h le matin. Donc, c'est une façon de mieux gérer cette énergie-là. Et puis, ça fait en sorte que dans le cas du Technopole, justement du développement de l'écoquartier avec la boucle énergétique, on arrive à abaisser le niveau des gaz à effet de serre, on la baisse de 26%. Alors, c'est pas rien. On pense à un projet qui est, somme toute, assez limité, assez contigu là, sur l'île de Montréal, mais si on s'imagine à plus grande échelle, qu'est-ce qu'une technologie comme la boucle énergétique pourrait avoir comme impact, je trouve ça vraiment intéressant. Et justement, ces technologies-là, comment ça se passe pour... est-ce que vous avez une équipe qui les développe? Est-ce que vous faites appel à des chercheurs, à des spécialistes ou... Oui, tout à fait. On a fait appel à une firme notamment qui s'appelle Énergère, qui est une firme basée au Québec, à Montréal, qui justement a regardé cet enjeu-là avec nous pour pouvoir l'implanter. À même le projet de l'îlot central au Technopole. Et Énergère nous disait que parce que justement, on avait le luxe de prendre le temps de bien développer la chose, que ça prenait un partenaire comme la Société de développement Ingus pour y arriver parce que c'est une technologie qui, eux, savaient pouvoir fonctionner. Mais comme c'est une première et comme ça n'a jamais été développé avant, c'était difficile de le faire dans le cadre de d'autres projets. Alors que nous, vraiment, on a pris le temps pour développer. Puis on souhaite, honnêtement, on souhaite qu'une technologie comme celle-là puisse faire école. Autrement dit, qu'on puisse
la reproduire et puis l'utiliser ailleurs. C'est vraiment un modèle en fait pour toute l'industrie de la construction au Québec finalement que vous avez là. Ben, je prétends pas que ça peut être utilisé tout le temps pour toutes sortes de projets. Je pense qu'il faut avoir des conditions précises. Mais si on pense, par exemple, au développement un peu comme celui du Technopole d'un quartier qui va comprendre à la fois du commerce, du résidentiel, des édifices à bureaux et puis peut-être même des services publics, à ce moment-là, on a à peu près rassemblé toutes les conditions possibles pour qu'une technologie comme ça soit bien utilisée. Concernant le Technopole, donc le quartier d'Angus, moi j'habite pas très loin, donc je m'y promène de temps en temps et je voulais savoir à quelle phase de développement vous en êtes parce que c'est vraiment immense. On sait qu'il y a des parties qui sont terminées depuis plusieurs années, il y en a qui sont en cours de construction. On voit que c'est un quartier qui va bouger, qui va être amené à bouger et puis il y a tout cet aspect historique, patrimonial des anciennes on appelle les shops, c'est ça hein Des shops Angus, oui. Qui étaient Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il y avait avant? En fait, c'était Canadien Pacifique, qui est une entreprise qui existe encore, là, qui opère encore aujourd'hui là, des trains et puis qui gère tout un réseau finalement de chemin de fer. Mais à l'époque, Canadien Pacifique s'était installé à Montréal, donc dans Rosemont, pour construire des trains. Et puis, on pouvait y construire à l'époque des trains là, de A à Z, là, à partir de la locomotive jusqu'au wagon-restaurant. On avait vraiment là un chantier là, qui avait à la fois des ébénisteries, on y faisait aussi, il y avait des ateliers de couture. Alors, on faisait vraiment des trains de A à Z. Et ça a duré, évidemment, je vous dirais, pendant presque 100 ans. Jusqu'en 1992 où en 1992 vraiment on a fermé les portes. Mais c'était un immense territoire. C'était une usine qui était absolument gigantesque. Imaginez aujourd'hui, là, on a juste à penser à des usines qui produisent des voitures. Imaginez des trains. Alors, ça avait évidemment en proportion, c'était immense. Et c'est sur ces terrains-là qu'aujourd'hui on retrouve entre autres le Technopole, mais ça dépassait largement les frontières du Technopole. Ça allait jusqu'au boulevard, je crois, au boulevard P9. Si on part à partir de la rue Molson, là. Donc, c'était extrêmement grand comme terrain. Toute cette surface-là occupée par l'usine, c'est absolument gigantesque. Oui, c'est jusqu'au stade olympique à peu près, finalement. Exactement. Oui, exactement. Ouais. C'est vraiment immense. Là, je vais aborder un autre aspect, mais que je trouve particulièrement pertinent et novateur, surtout sur une entreprise qui est dans le domaine de la construction, l'aménagement urbain, c'est votre manière de communiquer. Moi, je vois en tant qu'architecte, je m'intéresse beaucoup aussi à la communication, tout ça, et je trouve que c'est quelque chose qui manque souvent dans les firmes dans le domaine de la construction. Et vous communiquez à travers, que ce soit des capsules vidéo qu'on peut retrouver sur le site de la Société de développement Angus ou sur vos réseaux sociaux, dans lesquels vous parlez de vos valeurs, des différents projets que vous mettez en place, etc. Mais aussi à travers le podcast La rue est vers l'Est que vous avez développé avec Magnéto Balado. Sur les territoires de l'Est, sur l'histoire et l'avenir un petit peu de ces territoires, la revalorisation, avec vraiment une vision que ce soit des habitants, des citoyens, mais aussi par plus des spécialistes ou des personnes qui ont vécu dans ces quartiers-là. Comment c'est venu toutes ces idées? Parce que vous, du coup, vous êtes spécialisé dans la communication, donc j'imagine que c'est votre travail aussi, mais comment c'est venu toutes ces idées d'impliquer, d'être très transparent en fait sur votre travail? Ben, je vous dirais que c'est venu de façon, pour la Société de développement Angus, c'est venu d'une façon un peu, je vous dirais, naturelle, comme si par la force des choses, on en était rendu là. C'est-à-dire que avec l'expérience acquise, avec justement l'expérience et l'expertise bâtie à travers les années, ça fait en sorte que quand on le regarde d'un point de vue des communications, on s'aperçoit qu'il y a vraiment du bon contenu, qu'il y a un paquet de belles histoires à être racontées là-dedans. Et en même temps, il y a
je pense qu'il y a un espace, comme vous l'avez mentionné, il y a un espace qui doit être occupé, entre autres au Québec, sur ces questions-là, que ce soit des questions de revitalisation urbaine, des questions du développement, même sur le plan de l'architecture. En fait, même de poser certaines questions, d'avoir des réflexions, c'est évidemment des sujets qui intéressent beaucoup les gens, mais malheureusement, il n'y a pas tant d'endroits où on peut soit en discuter, échanger ou apprendre là-dessus, à part que si on sort à l'extérieur, des frontières du Québec. Alors, en voyant tout ça, en constatant tout ça, puis en ayant aussi le bénéfice d'avoir construit les différents projets, d'avoir réalisé les différents projets, d'avoir appris de ça, on s'est dit, peut-être le moment est venu pour nous de commencer à justement à sensibiliser les gens à ces questions-là, à communiquer davantage, puis à susciter des réflexions sur ces enjeux-là, dans une perspective aussi globale, dans le sens où on voit des villes se développer, peut-être pas toutes de la bonne façon, peut-être pas toutes avec la bonne approche, peut-être pas toutes non plus en s'étant posé toutes les questions nécessaires, ou en s'étant vraiment penché sur d'autres aspects que, par exemple, les aspects purement économiques. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de développer différents moyens pour commencer à communiquer ça, que ce soit évidemment par des capsules vidéo, mais qu'on a fait non pas avec une approche promotionnelle, mais plutôt avec une approche documentaire, informative, où on sensibilise, on fait aussi un peu d'éducation sur toute la question de la revitalisation urbaine. Puis aussi avec, comme vous l'avez mentionné, avec une série de balados dont on va sortir là la deuxième série. Là, on a déjà une première saison qu'on a sortie à l'automne, et puis là va venir la deuxième saison, dans laquelle justement on est allé chercher des experts. On leur a demandé justement de se prononcer sur le développement de l'Est de Montréal, sur c'est quoi les aspects importants, sur les enjeux, sur aussi une façon de voir, de concevoir ce développement-là. Puis on est bien fiers de ça parce qu'on pense que s'il y a un espace à occuper, que les gens s'y intéressent, que évidemment c'est des questions qui sont porteuses pour l'avenir. Alors c'est notre contribution à ça. C'est une façon pour nous de justement de redonner aussi à notre communauté en étant présent pour parler de ces enjeux-là. Oui, et puis ce que je trouve particulièrement intéressant aussi avec cette démarche, c'est que vous mettez vraiment en valeur le patrimoine montréalais industriel, qui est quand même une identité en fait à Montréal. On le voit, comme vous le disiez, dans différents quartiers. Il y a beaucoup de réhabilitation, tout est un peu lié au passé industriel, même que ce soit le canal de la Chine, etc. Et c'est vraiment souvent le côté patrimoine industriel, ça rappelle les ouvriers, c'est souvent dévalorisé. Et on voit à Montréal que les quartiers de l'Est sont moins développés que les autres, et ça permet aussi de redonner de la valeur à ce patrimoine-là et rappeler son histoire en fait. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que dans la perspective où on réfléchit, au développement, qu'on veut justement réaliser des projets, qu'on veut justement arriver avec une revitalisation de ces quartiers-là, je pense qu'un des passages obligés, c'est de se rappeler l'histoire, d'être bien conscient de où on part, et puis de ce que c'était, et puis de ce que ça représente aussi pour la communauté. Puis ça fait partie aussi, je pense, d'un processus qui est normal, c'est-à-dire on n'arrive pas, comme je le mentionnais tout à l'heure, en bulldozer. On veut justement être sûr de bien comprendre c'est quoi qui se passe dans un certain milieu. Fait en quelque part, oui, ça contribue, ce qu'on fait là avec la ruée vers l'Est, qui est notre série balado, ça contribue à nous aider, à nous aussi, en quelque part, à mieux comprendre ces différentes réalités-là. Parce qu'on a beau dire que Montréal, c'est une île, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. L'Est de Montréal, c'est pas un tout homogène, c'est pas un territoire qui est complètement homogène. Il y a des communautés, il y a des besoins particuliers. Alors, il faut vraiment se poser la question, puis apprendre à mieux connaître ces différentes communautés-là.
Moi, c'est sûr, je suis tout à fait d'accord, mais rares sont les développeurs immobiliers, on va dire, qui prennent le temps de voir d'où ils partent pour aller où ils vont, en fait. Donc c'est pour ça que c'est une démarche vraiment à souligner, je pense, et qui est vraiment l'avenir. Ouais, je pense que c'est une approche qui est porteuse. Je Mm. pense que oui. Je pense que aussi que c'est en quelque part c'est nécessaire de le faire. On voit à quel point des fois il y a des bons projets, il y a vraiment des bonnes idées, mais qui sont mal présentées, sont présentées un peu un peu trop rapidement, sans vraiment prendre avec le souci d'écouter la communauté. Malheureusement, ces bonnes idées-là sont tuées dans l'œuf. Ça, c'est malheureux aussi. Alors, je pense que c'est ça. Je pense que de mieux comprendre avant toute chose où est-ce qu'on s'en va, ben, ça peut juste aider à ce qu'il y ait de meilleurs projets qui arrivent. Là. Mm. Et en quoi vous aimez la ville de Montréal? En quoi vous y restez, vous y vivez? Ben, je pense que il y a beaucoup de raisons, mais pour avoir voyagé un peu, surtout en Amérique du Nord, on s'aperçoit à quel point, quand on va ailleurs en Amérique du Nord, à quel point Montréal est unique, à quel point on est chanceux d'avoir une ville qui est à la fois diversifiée, ouverte, culturelle, vivante, et puis en même temps, où il y a une proximité, il y a une chaleur, où les gens sont ce qu'ils sont. Le centre-ville, c'est une chose, mais quand on va dans les quartiers avoisinants, on s'aperçoit de toute cette chaleur-là, cette authenticité-là que les Montréalais ont, qui n'est pas nécessairement vrai partout ailleurs. Et puis aussi, ben, c'est le raffinement de Montréal. Je pense que l'aspect culturel y est pour beaucoup. La mixité aussi des différentes cultures apporte énormément de richesse dans cette ville-là. Alors Montréal, c'est vraiment une ville particulière, une belle ville, une ville de renommée mondiale qui je pense, moi, peut s'attendre encore à des plus beaux jours en termes de rayonnement parce que c'est un modèle qui est très porteur pour l'avenir. Et justement, comment vous voyez Montréal dans 10 ans, mettons? Ben, je la vois justement évoluer, mais dans le sens où ça va être fait d'une façon, je dirais, sur le plan humain, de la bonne façon. Je pense que les gens ont compris à Montréal que il y a une limite à faire du développement qui est désincarné. Je pense que les gens à Montréal voient tout le potentiel que la ville peut devenir ou que la ville peut avoir, mais en même temps, ils veulent pas perdre leur sens de la communauté. Ils veulent justement être sûrs que leur identité n'est pas brimée ou dérangée par le développement de la ville. Alors, je pense que c'est une ville qui tout compte fait, qui va bien vieillir, qui va vieillir avec son identité propre, qui deviendra pas autre chose que ce qu'elle est. Alors, dans 10 ans, je vous dirais que Montréal va s'être développé de la bonne façon. Et est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez passer aux personnes qui œuvrent au développement urbain et architecture de Montréal, que ce soit des architectes, développeurs, entrepreneurs, qui nous écoutent par exemple? Ben, en même temps, voyez-vous, je pense que dans les circonstances dans lesquelles on est présentement avec la pandémie et autres, c'est clair qu'il il va y avoir un après, une relance après la pandémie. Et je pense qu'on a toutes les raisons au monde de prendre le temps de bien en profiter. Et puis, je dis ça dans le sens où que c'est comme dans n'importe quelle situation de crise, il y a tout le temps des opportunités qui se présentent, présentement on peut peut-être ne pas s'imaginer, mais qui vont certainement se présenter. Il y a probablement aussi là-dedans des opportunités à ne pas saisir, justement en raison de ce qu'on vit présentement. Je pense que les gens ont réalisé un peu les impacts de la proximité, de la densité, de ce que ça peut avoir l'impact que ça peut avoir dans nos vies quotidiennes, une pandémie comme celle-là.
Alors, je pense qu'il va y avoir une bonne réflexion à faire pour voir comment Montréal va se développer dans ce contexte-là post-pandémique. Alors, ça va être intéressant. Bien malin celui qui peut prévoir qu'est-ce qui va se passer, mais ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon. Et comment ça se passe le confinement pour vous et puis pour le travail Ben, je vous dirais que c'est pas différent de d'autres. On fait le mieux qu'on peut dans des circonstances qui sont tout de même assez difficiles. On souhaite tous évidemment à ce qu'on puisse passer à autre chose, mais en même temps, on est résilient, on passe au travers, on respecte les consignes, et puis on fait ce qu'il faut pour pas justement être contaminé, être infecté par ce virus-là. Évidemment, travailler de la maison a ses avantages. Ça te permet aussi de peut-être prendre une pause, sortir à l'extérieur, aller courir un peu, mais en même temps, c'est toute la proximité avec l'équipe qui manque. Hein? Alors, c'est à la fois, ça a ses avantages, mais c'est aussi difficile. Oui, c'est sûr, j'imagine. Et est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire au quotidien, que ce soit dans votre travail, dans votre vie, dans vos aspirations Je suis inspiré par plusieurs personnes. J'ai avec l'expérience puis avec les connaissances de différentes personnes, j'ai souvent en tête des exemples d'hommes et de femmes sur le plan professionnel ou personnel. Je ne pourrais pas vous en nommer une personne en tant que telle. Évidemment, mes parents, les gens de la famille proche avec qui j'ai grandi, des amis. Mais il y a des gens que j'apprends à découvrir, notamment au travail. Christian Iaccarini en est un dont je suis extrêmement reconnaissant de pouvoir côtoyer, de pouvoir travailler aussi, d'apprendre énormément. Alors, je pense que les personnes les plus intéressantes sont celles qui apprennent toute leur vie, puis qui demeurent curieux, puis qui voient justement l'intérêt des relations humaines, puis la curiosité qu'on peut avoir autour de toutes sortes d'enjeux. Alors, j'essaie d'être comme ça, j'essaie de me tenir informé, curieux, pour pouvoir justement bien vieillir. En plus, en ce moment, on a tous un peu plus de temps, alors ça peut être l'occasion aussi d'entretenir tout ça. Ah, tout à fait. Ça, j'aime beaucoup la musique. Alors, ça me permet, là, avec ma plus vieille qui a 14 ans, d'aller justement la déranger puis de lui demander qu'est-ce que tu écoutes là présentement, puis elle me fait écouter toutes sortes de trucs intéressants. Fait que ça, c'est un bon côté, ça, du confinement. Là. Oui. Justement, ma dernière question, est-ce que vous auriez une œuvre à recommander à nos auditeurs qui vous a particulièrement marqué ces derniers temps? Et ça peut être n'importe quoi. Je vais revenir justement à la question du design. Je suis tombé justement sur la série sur Netflix qui s'appelle Abstract, que j'ai trouvé absolument fascinante parce que c'est dans le fond, on se penche, là, je ne me rappelle plus combien d'épisodes, je pense qu'il y a même 2 saisons, mais chacune des épisodes se penche sur un créateur en termes de design. Mais ça peut être, par exemple, le designer des Nike Air Jordan. Ça peut être le designer, par exemple, des automobiles, là, Ralph Gilles, qui est un Montréalais qui est rendu en tête du design chez Chrysler. Mais on y parle aussi de l'architecte Bjarke Ingel, l'architecte danois, dont on a eu la chance d'aller visiter les bureaux à Copenhague, mais on lui a consacré dans cette série-là un plein épisode. Et puis, c'est absolument fascinant de découvrir ces personnes-là. C'est évidemment des créateurs, c'est des gens inspirés par leur milieu,
Puis on explore un peu plus aussi chacune de ces personnalités-là. Alors oui, je vous suggérerais ça. J'imagine que les auditeurs doivent aussi s'y intéresser. Alors c'est la série Abstract sur Netflix. Ok, ben moi je la connaissais pas, donc ça peut être une idée aussi pendant ce confinement à regarder. J'irai voir. Oui, tout à fait. J'espère que vous allez aimer ça. Ouais, ça peut être très intéressant. Bah, merci Pierre pour toutes ces réponses super intéressantes. Ben, ça me fait plaisir. Merci à Pierre d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Vous pouvez retrouver la société de développement Angus sur leur site internet sda-angus.com, sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt sur Montréal Boulevard.